La rédaction de Sportfair présente. Monsieur Cook, vous êtes un salaud! Là, on a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Les glandules de 3S PMU. Bonjour à tous et bienvenue pour la 3e édition des Glandus. C'est encore moi, Raphaël, qui suis aux commandes. Et cette fois-ci encore, je suis entouré par un casting 5 étoiles. À ma gauche, RR60. Quel tube! Avec lui, on peut dire vraiment que 6-0, c'est la Champions League. Sa parole fait l'oise. Et vous l'aurez deviné, il nous vient de là-bas. Salut Reynald. Salut Raph. À sa gauche, il est lyonnais. Il est beau, il est chaud. Et aujourd'hui, c'est un homme en colère. Officiellement président depuis peu, nous le félicitons. Bonjour Paul. Salut Raph. À côté de lui, un habitué, Madrilène du Poitou-Charentes, normalement c'est une insulte sur Twitter. Chez nous on appelle ça un chroniqueur. Et ça, c'est Victor. Comment tu vas? Ça va et tout? On est là. Enfin, le petit dernier, le petit nouveau, celui qui ne s'était pas réveillé la dernière fois parce que c'est l'homme qui se réveille moins vite que son ombre. Le bourguignon le plus chaud de sa région. Aujourd'hui, soyez heureux car il n'avait pas futsal. Et c'est sa première dans le podcast. Bienvenue Thomas. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Passez un agréablement en notre compagnie. Et ben c'est tout le mal qu'on leur souhaite parce que les glands du 3e édition, c'est parti et ça commence maintenant. Les glandus. On va commencer à parler de Ligue des Champions, si vous le voulez bien, un peu de football. Parce que la semaine dernière, donc comme vous le savez, le mercredi c'était multiplex. Tous les matchs qui se jouaient en même temps et c'était un joyeux bordel sur Canal+, comme vous avez pu le voir si vous étiez attentif. Du côté des clubs français, donc le PSG est allé s'imposer 4-1 sur la pelouse de Stuttgart, tandis que Monaco se faisait étrier à Giuseppe Meazza par l'Inter. Brest n'a pas su faire de miracle face au Real, défait 3-0 sur la pelouse de Rodourou. Et enfin Lille, vainqueur de Feyenoord 6-1 dans son stade, Decathlon Arena, Pierre Mauroy. Par l'époque, parce qu'il faut respecter un peu la tradition. Est-ce qu'il y a un résultat, messieurs, que vous retenez en particulier? Bah moi c'est surtout le résultat de Lille, parce qu'ils confirment vraiment leur bonne phase de poule et ils confirment qu'ils méritent totalement leur qualification en 8e de finale. Et je pense que c'est une équipe qui peut aller loin. On a vu le tirage, je pense qu'on va en parler après. Mais au niveau du tirage, s'ils tombent du bon côté, ça peut le faire pour un quart de finale. Après en quart de finale on verra contre qui ils tomberont, mais pour le moment moi ça me... 8e de finale, non, en quart de non finale. mais si jamais ils passent le 8e de finale, en quart de finale on verra contre qui ils tomberont. Mais voilà. Je pense que c'est bien et je félicite Bruno Genesio qui a fait un super taf et aussi son équipe qui est assez extraordinaire. C'est vrai, ils ont réitéré la bonne performance là en Ligue 1, mais je pense qu'on va en parler après. Non, c'est vrai que si c'était le PSG, on aurait dit que oui, c'était normal et tout. Faut pas oublier non plus d'où vient Lille. Je pense que c'est l'un des plus gros exploits du football français dans cette première édition de cette nouvelle monture de la Champions League. Ce qu'ils ont réalisé, et face à des équipes, l'Atlético, le Real, Le Pep Genesio est maire de Madrid. Hein. Enfin, on peut dire ça comme ça. Non mais c'est... Même Feyenoord, gagner 6-1 contre Gagner Feyenoord, contre ce Feyenoord-là, c'est pas rien. c'est pas rien non J'ai plus. vu des statistiques, ils n'étaient pas forcément le parcours le plus compliqué parmi tous les clubs, mais moi je vois pas trop d'autres clubs qui ont eu autant d'obstacles. Enfin, pour moi c'était le parcours le plus compliqué si on regarde. Après Ouais. j'ai pas tous les parcours en tête, j'avoue. L'un des plus Mais compliqués. ils s'en sont sortis, mais un truc de fou quoi. Ouais. Franchement, Plus c'est- le fait d'avoir fait déjouer une équipe comme Liverpool, qui est actuellement la meilleure équipe européenne. Enfin, Après, ils ont fait déjouer, enfin ils Ils ont ont perdu quand même. oui, non mais certes, mais c'était pas le match référence, moi c'est C'est plus peut-être pas un match l'Atlético référence, et mais Real. dans le un jeu, peu- Liverpool a rarement été autant bougé que face C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. au LOSC. Et Face comme à quoi, City, comme ils quoi, le les foot, ont quand bouffés tu comme pas joues, possible. c'est pas mal. Voilà. Parce que par exemple on avait vu la perf là il y a pas longtemps en Ligue 1 de Saint-Etienne contre Paris au Parc des Princes. C'est la seule équipe qui a joué et franchement Enrique il s'est incliné, il a dit ouais ok ils ont joué au football quoi, donc quand ça se fait comme ça c'est mieux. Victor, est-ce que tu as envie de parler du Real ou... Bah, en Ligue des Champions, ça roule là pour l'instant. Jusqu'à la semaine prochaine, on verra. Performance irréprochable en Ligue des Champions, ils ont su faire le taf dans un Roudorou hostile.
Enfin, moi au début j'avais un petit peu le seum pour Brest. Parce que bon, c'est clair qu'ils auraient au début mérité mieux, mais au final on se dit que le Real a gagné 3-0, c'est pas discutable quoi. Bon, c'était 3-0, il n'y a pas de scandale d'arbitrage. Non. Je suis pas forcément d'accord quand tu dis que le Rondoro était hostile, ça allait en vrai. Ça sifflait pas. Ça a applaudi Modric quand il est sorti, bon, c'est pas tous les clubs qui le font. Non, mais je pense qu'ils étaient juste contents de recevoir le Real dans leur Non, enceinte. Modric qui sort, tu perds 3-0, t'applaudis. C'était pas hostile non plus. C'est Mbappé un match de Ligue des Champions. Quelques sifflets. Oui, parce que c'est Mbappé, ça, c'est pas c'est un autre débat. Mais Dans les autres résultats, on va dire un petit peu importants de cette journée, on peut mentionner Manchester City qui s'est qualifié alors qu'ils étaient menés 1-0 à la mi-temps. 3 buts signés Kovacic, Ordonez contre son camp et Savigno. Donc Manchester City qui se fait peur, qui finit quand même par se qualifier. Est-ce que quelqu'un a vu le match? Pas sûr ici. C'est complexe, mais c'est vrai qu'au début on a eu peur parce qu'on voit les buts qu'ils prennent contre un club quand même, qui fait une bonne phase de poule, mais qui n'est pas une référence. Avec des absents en plus, Bruges. Ils avaient certains absents, je pourrais pas citer tout le monde, mais ils avaient des grands cadres qui étaient absents, comme Noah Lang par exemple, qui était absent. Et donc City qui retrouvera le Real en barrage à partir de la semaine prochaine. Ça reste trop inquiétant, surtout vu la performance qu'ils nous ont fait encore ce week-end face à Arsenal qui a déroulé. Moi j'ai cru à un moment donné à la révolte avec la tête d'Haaland qui était plutôt bien exécutée, mais dans la foulée ça remarque derrière. Et là pour le coup je vais rebondir là-dessus. Si les 3 geeks de devant de Madrid, parce qu'il faudra même, je dirais peut-être même les 4, s'ils font les efforts défensifs, je suis pas sûr que City passe. Par contre, si les attaquants, les offensifs du Real ne font pas les efforts défensifs, City, malgré l'absence de Rodri, malgré le fait qu'en ce moment dans le jeu ça soit pas extraordinaire, ça reste City. En face il y a un mec qui s'appelle Haaland qui peut toujours se réveiller à n'importe quel moment. Donc attention à cela. Même si pour le moment le Real est largement pour moi favori face à City. Et qui n'aura pas Rudiger en face de lui apparemment. Et qui n'aura pas Rudiger qui s'est blessé. Ni Alaba. Alaba s'est blessé. Et aujourd'hui Mbappé est forfait pour le match face à Leganés. Oui. Après ça c'est des forfaits un peu diplomatiques, on a l'habitude aussi. Ouais, mais un forfait reste un forfait, ça joue toujours dans l'esprit des équipes. Donc, après l'an dernier, Haaland il s'est fait bouger par Nacho au retour. Oui, Haaland il est un peu frauduleux sur les bords. Haaland, tu le marques à la culotte, c'est terminé, il fait rien du match. Et on l'a vu l'an dernier parce que bon, Nacho j'aime bien, mais c'est pas ça a jamais été le top player quoi. Mais il est capable de tout après. Franchement, ça va être un match, c'est impossible à pronostiquer, je pense, parce que. Sur 2 matchs là. Moi, je vois quand même bien le Real passer. Oui, bien sûr. C'est la culture. Si je devais mettre 1000 balles, je mettrais sur le Real, je mettrais pas sur City. C'est sûr. Non. Moi, ce que je veux rajouter, c'est que dans les barrages, on aura un petit match retour entre Monaco et Benfica. On se rappelle de la performance catastrophique de l'arbitrage sur ce match-là en phase de poule. Ça va être de belles retrouvailles et j'espère que cette fois la balance va pencher du côté monégasque. Alors sachant que Benfica est très en forme en ce moment, on a vu ils ont gagné battre une Juventus qui n'est pas non plus la Juventus du siècle. La Juventus qui est éclatée au sol. Non, sans être éclaté au sol. Mais sur la c'était eux qui avaient perdu, on va dire sur le fil à Barcelone, sur. En fait, c'est qu'ils savent pas gagner la Juve, mais ils font beaucoup de nuls, je crois. Ils savent pas gagner, mais ça reste la Juve. Benfica quand même, ils ont l'air quand même plutôt en forme en ce début d'année, donc je me dis. Oui, c'est pour ça. Attention à Monaco, attention pour Monaco d'autant plus que donc ils ont pris un rouge bêtement là au bout de 10 minutes de jeu. Ouais, mais attends. Le match face à l'Inter leur a roulé dessus. N'en parlons même pas. C'était un sacré match. Thuram leur a roulé dessus, surtout en début de match. Et j'ai vu le match. J'ai vu le début de match. Thuram. Après, Colomoni est arrivé à la Juve et il a claqué 3 buts en 2 matchs. La Juve qui retrouve qui retrouve le PSV. Ce qui n'est pas non plus le tirage le plus simple. Non. Belle équipe du PSV cette année. On l'a vu qui avait été capable de faire nul contre le PSG. Sur le début de la phase de poule de Ligue des Champions, c'est pas non plus un exploit.
Alors, Il y a quand même pas mal de gens qui arrivent à tenir en échec le PSG. oui, alors après, c'était un match, je crois que j'étais retombé sur les stats il y a pas longtemps. Les expected goals, c'était un truc genre Oui, c'était 2,80 pour le PSG et 0,4 pour. Et t'arrives à faire nul. Mais oui. Oui, non. De toute façon, on sait que le début de la phase de groupe était compliqué pour le PSG. Dans les autres barrages, justement, on a un PSG Stade Brestois qui va arriver donc mardi prochain et mercredi 19. Dommage d'avoir deux équipes françaises qui se rencontrent, mais d'un autre côté c'était ça ou Monaco pour Paris. Donc Dommage, mais en même temps bénéf parce que je pense que Monaco a quand même plus de chances d'aller loin que Brest. Ouais. Et au moins ça nous fait au moins 2 clubs en 8ème de finale, donc c'est plutôt cool. oui, Deux oui, minimum. oui, Ouais, oui, deux deux minimum. minimum. Deux Quel minimum. est la- 3 si Monaco J'ai pas passe. le nom. Donc écoute. On verra ça. Donc il y a eu un PSG Brest ce week-end remporté 5-2 par les Parisiens. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille non plus. Hein. Il y a deux buts qui arrivent en toute fin de match quand le truc est déjà plié. Après, que si Brest, on est- voilà. Après, niveau mental, c'est l'ascendant a été pris par le PSG. Ouais. C'est très important. Sachant qu'il jouait avec Kangin Lee et Fabian Ruiz au milieu. Donc Joao Neves apparemment sera 100% apte pour le retour. Petite inquiétude sur Enzaï Emery, mais C'est pas l'élément clé non plus. Non, c'est ça. Au-delà de ça, je pense qu'on dit que le PSG a pris l'ascendant, mais enfin il l'avait déjà avant, C'est donc ça. ça change rien. Enfin, vraiment c'est. Je pense que l'aller-retour il est plié. Après tu bah, après, moi, je pense que c'est Là où ils ont plié. pris l'ascendant, je pense que c'est aussi dans les déclarations d'Éric Roy qui disait que c'était sur RMC que justement ce PSG là leur faisait mal, que en fait il avait été surpris, il disait, parce que il pense normalement quand t'as pas le ballon tu cours et tu cours plus que l'adversaire. Et en fait, Et là, cette cette fois-ci, c'était le PSG qui avait couru plus Mais- que Brest alors qu'ils avaient le ballon. Et pour le coup, cette attitude-là, elle s'est ressentie surtout sur le match face à Manchester City. Où là, ce match-là, je m'attendais pas à voir City autant en galère face au PSG. On savait que City était dans le mal actuellement, mais alors... Il y avait eu la réaction d'orgueil en plus, c'était contre quoi, contre Chelsea. Non, le 6-0 contre le 19ème. Là. Ouais, mais c'est le 19ème Ouais. dans Et- l'Angleterre, ça reste... C'était Ipswich. Mais- je crois. Ipswich. Ouais. Mais c'est, Ouais, ce que je veux c'est dire, ça. c'est que la maîtrise, et même à 0-2, le PSG n'a pas stressé comme ils auraient pu stresser il y a encore un an. Et ça, c'est très impressionnant et c'est bon signe pour eux, à mon avis, pour la suite de la compétition. Maintenant, la pression reste tout de même sur eux face à Brest pour le barrage. À voir si cette fois, ça tiendra ou ça C'est tiendra vraiment pas. qu'il y a une pression. Mais moi je trouve que pense pas, Brest hein. il part trop défaitiste, Brest. Alors que on sait jamais Ça quoi. peut se jouer à la carotte. Hein. Mais t'as l'impression qu'ils partent ont- dans l'optique de on va se faire éliminer, Bah, Paris, voilà. en fait, C'est le peut-être problème pas- d'un c'est match- peut-être qu'en interne ils y croient vachement et qu'ils sont en train de préparer le coup du Peut-être, siècle. C'est ça. Mais il faut faire Voilà. attention. Parce que Et dans 2-3 semaines on Tu se sais dit jamais ah ce ouais, qui ok, peut c'est arriver, bon, Brest voilà, c'est quart ça. de finale. Mais après, un match Ah, les aller-retour, c'est compliqué, tu vois. Surtout Genre, les retours, tu il met peux parc, tenir, au tu peux parc. tenir un match, mais deux matchs, c'est Retour compliqué. au parc, à la Tu- retour au tu- parc, c'est ça va être compliqué. deux Mais, matchs. non, mais c'est vrai. Pas le- 15. En fait, le principe du match aller-retour, c'est que c'est vraiment Ouais. l'équipe la plus forte qui gagne, tu vois. Ouais, C'est je vois pas ce que tu un veux match, dire, une généralement. surprise. Je vois ce que tu veux. C'est fait justement dans cette optique. Hein. C'était Ouais, les voilà. gros clubs qui se plaignaient avec l'ancien format des années 90 que justement Mais c'est pour ça qu'il tu peux te faire sortir sur un match et C'était plein du Final 8 aussi hein, Voilà. en 2020. Et j'ai un petit truc aussi à rajouter. vas-y. Hein, fais-toi C'est plaisir. qu'une de nos deux équipes va rencontrer soit Liverpool, soit Barcelone Soit en 8ème. Ça, c'est aussi important. Et oui. C'est soit l'un, soit l'autre. Et sachant que l'autre, celui qui prend pas le Liverpool ou Barcelone. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Oui, non, mais de toute façon, c'est soit l'un soit l'autre. Mais je veux dire, Monaco-Benfica aussi, c'est Liverpool ou Barcelone. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça. Donc finalement, on va prendre potentiellement Liverpool. par et contre, Barcelone. effectivement, si tu arrives à passer cet obstacle-là, t'as des cartes plus dégagées normalement. Je crois. Moi aussi, j'y voilà. crois, mais bon, Après je pense qu'il faut pas. Si- Voilà. On met des si, Ouais, c'est à, dans- à chaque fois on projette Ah. les trucs, mais au final. avec des grands si et on C'est- verra dans un mois. C'est vrai On en que est. les 8ème de finale qui potentiellement s'annoncent sont assez alléchants. Parce que dans le cadre de City et du Real, c'est soit l'Atlético Madrid, soit Leverkusen, deux équipes en bonne forme. Ou alors, pour ces deux équipes-là, Leverkusen et l'Atlético, c'est probablement le Bayern de Munich.
Et tu peux avoir un choc 100% allemand comme un choc 100% espagnol, c'est très... Ça m'enthousiasme. Et puis même, pour l'Inter et Arsenal, l'Inter peut retrouver Milan, le Milan AC. Ouais. Un derby de la Madonnina. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et c'est toujours En excitant. 2023, en demi-finale. Ouais, mais Ouais, c'est voilà, toujours, exactement. c'est bien. toujours des matchs excitants. Ouais, C'est ouais. toujours des trucs qui te. Après l'AC Qui te Milan en porte, ce moment, c'est pas. Oui, mais- Ouais, Ouais, mais mais c'est c'est dans quand un même gagné autre le jour contexte. pendant le derby. On a vu, le derby, il était dimanche, chaud, ouais. c'était intéressant, tu vois. Ouais. C'est ça. Mais pareil, sur un match aller-retour. de l'Inter. Ouais. Sur un match aller-retour, j'ai plus de doutes sur l'AC Non, et Milan. puis surtout qu'en demi-finale en 2023, du coup, ils avaient été dominés sur l'aller-retour. Ouais, mais et cette c'était année-là, pas très l'Inter était intéressant. très. Ouais, mais là, c'est Milan était pas dégueu non plus. L'AC Milan n'était pas dégueu non Alors plus. que là, C'est l'année ils sont où un peu Naples dégueux. prend le titre, mais cet Inter-là me faisait peur. L'Inter était très Ouais. costaud. Toujours aussi costaud cette année. C'est toujours aussi costaud, ils ont pris qu'un seul but. C'est simple, le seul but qu'ils ont pris, c'est lorsqu'ils ont perdu face à Leverkusen. Ouais. Sinon, ils ont pris qu'un seul but sur cette phase de poule. Il faut aussi noter cette performance-là. Et après, contre qui ils ont joué aussi. On parlait de parcours compliqué, c'est vrai qu'il y en a qui ont eu quand même du bol. Après, ça fait partie du Comme format. d'hab, ça fait partie du Peut-être qu'il y format. a des années où Parce on que va aussi avoir du l'Inter, bol au j'ai niveau pas français, en voilà. mémoire, elle est tombée. Et- Elle est tombée déjà ni sur Liverpool ni sur le Barça. Statistiquement. Ouais, ils sont quand même tombés sur Arsenal. Cet Arsenal-là qui en ce moment est plutôt bon. Je suis désolé, il faut aussi se les coltiner Arsenal. Arsenal, ça a fini 3ème de cette phase de poule. C'est pas non plus dégueulasse. Après, Et, Arsenal aussi. je Quel sais- est son calendrier? Je l'ai pas en tête. Enfin, ils ont tapé le PSG. Il y a comment. Alors faudrait que je suis en train d'essayer de le retrouver, mais il y avait un classement justement où ils affichaient le nombre de points pris par les adversaires joués. Ouais, j'ai vu ça aussi. Un petit peu sur le mode des échecs pour ceux qui voient. J'ai vu ça, Points pris, classement LDC. Mais alors, notamment, Brest avait, dans ce classement-là, en fait, avait été particulièrement mal loti. Voilà, donc c'était Data Scout qui avait sorti ça. Tu voulais le classement de. Tu voulais le. On parlait de l'Inter Milan. L'Inter fait partie des calendriers les plus faciles, 72 points pris par les adversaires. Et Arsenal. Et Arsenal, 92. Mais 92, ça reste, on va dire, à peu près dans la moyenne. On va dire ceux qui ont eu un calendrier particulièrement chargé, c'est Monaco 109, Leipzig qui est donc éliminé 115, Bologne 112. Bon bah là les gars, merci d'avoir joué. Hein, mais... Après, ça va aussi avec le niveau de l'équipe, malheureusement. Pour ces équipes-là, ça sera toujours plus compliqué de passer des choses comme ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà. C'était juste pour faire un point aussi sur on va dire la force des calendriers, les calendriers ajustés. Donc pour tout ce qui est Ligue des Champions, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Yes. On va peut-être pouvoir passer au volet suivant. Donc, alors on avait l'Europa League, mais alors là, sauf si vous voulez vraiment parler de Goretz maintenant. Vraiment, enfin, Un match qui a encore une fois, un match chiant. J'ai l'impression de dire pareil toutes les semaines, mais c'est ça. Bah, depuis le match face à Francfort, il y a une vraie coupure avec Paris. On a une grosse différence avec le Lyon de Francfort et le Lyon depuis Paris, c'est indéniable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a mené à l'éviction, on en parlera tout à l'heure, de Pierre Sage. Mais c'est catastrophique. Et puis maintenant, après, pour l'Olympique Lyonnais, soit c'est l'Union Saint-Gilloise, soit c'est l'Ajax, soit c'est le PAOK, ou soit c'est le Steaua Bucarest. Donc c'est des... Ça reste globalement abordable. Ça mais- reste abordable, mais ça c'est reste piège, abordable. c'est piège, c'est C'est piège. piège, mais c'est C'est abordable. piège. J'ai peur de l'Ajax parce que le traumatisme de la demi. Non, ça s'est passé. Bah non, moi non. Contre Lilmar. Non, c'était PSV. Non, c'est PSV en plus. Ah. Ouais. Mais Non, mais là, après, de toute façon, la Ligue Europa, si... moi j'ai quand même envie d'en placer une pour Nice, Ah, c'est vrai, c'est vrai. qui n'a pas fini dernier. Je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est... Non mais On Nice, je l'ai dit à beaucoup de gens C'est ici, honteux. je comprends pas en fait pourquoi vous voulez les premières places du classement, pourquoi vous prenez des places de Coupe d'Europe. Je suis pour pas pas les un jouer à fan fond. de Marseille, mais enfin Marseille, je suis désolé, mais quand ils jouent la Coupe d'Europe, même s'ils perdent toute leur match, je sais pas, le Vélodrome il est en feu,
ils se battent pour cette coupe. Alors des fois, c'est ils leur sont seul très palmarès. Après, il y a l'aspect financier, tu vas pas dire si vous voulez pas jouer sûr l'Europe, qu'il gagne. restez Non, 14 mais c'est l'aspect ça. financier, c'est de finir dans les meilleurs d'Europa League et gagner Il y a un l'aspect peu d'argent. sportif. Au-delà de ça, mais quand tu finis dans les meilleurs de la Ligue 1, tu gagnes plus que le 20ème. Oui, mais au-delà de ça, t'es sur l'aspect sportif, tu joues la compétition. J'ai pas dit Et que j'étais on- d'accord avec ça. Non, mais Même ça te c'est- fait gagner de l'argent, finir dans Et les. puis même, enfin, c'est question d'honneur, et puis t'as fait ça pourquoi? Tu te qualifies juste pour l'argent? Bah à ce moment-là. Tu te qualifies pour une Coupe d'Europe, après tu te rends compte que ça fait trop lourd sur le calendrier, du coup tu joues pas la Coupe d'Europe mais tu te concentres Mais sur surtout- le championnat pour pouvoir jouer la surtout, Coupe d'Europe. Je suis désolé, mais message à Francaise, t'étais un crack à Lens, mais alors là, t'es bien gaze. Enfin, je suis désolé. Non, Ouais, c'est bon, surtout le gars, qu'ils- le gars c'est le héros à Lens parce qu'il a battu Arsenal et Non, tout, mais mais ils il est ont pas ra- capable d'aller en gagner une, enfin c'est bon. ils ont raté leur campagne, certes, mais en Ligue 1, c'est un peu mieux dernièrement. Et c'est là que je leur en veux, c'est qu'en Ligue 1, pour percuter des clubs français, pour aller chercher des places, c'est bon. Et Mais Peut-être alors, qu'il y a peut-être un souci de profondeur d'effectif aussi. Ah, donc, ça oui, ça oui. Et c'est pas forcément, on va dire, ton problème, ou voilà, mais je pense que c'est surtout celui de la direction sportive. Ouais, mais Brest, ils ont une profondeur de banc. Ouais, quand même, si maintenant oui. Un peu, mais pas plus que Nice. Non. hein, je pense. Non, moi j'aimerais juste rajouter une dernière Ouais. balle sur Nice. C'est qu'on se foutait bien de la gueule de Marseille avec leurs 0 points Et Marseille, ils se battaient. au moins. et leurs 13 défaites. 13 13 défaites défaites d'affilée. consécutives, ouais. Euh, Encore égalé. Alors le coup des 0 points, fallait scoltiner quand même leur groupe. C'était pas non plus le Ouais, groupe le ça. plus simple. Arsenal, Dortmund qui venait Naples aussi. d'être en finale avec des champions, Naples. Et là, je pense que tu es sur une des pires campagnes européennes de l'histoire du football français. On louait Lille tout à l'heure, qui était un des plus gros exploits. Là, c'est une des plus grosses disaster class. Voilà, c'est tout. Faut dire ce Des qu'il y a. illusions, parce que en plus, le Mm, calendrier est abordable. Oui, en plus, non, mais C'est la Ligue Europa, quoi. c'est à vomir. Vraiment, leur performance, c'est à vomir, c'est triste. Ouais, je suis d'accord. Face aux Rangers, ils en prennent 4 et ces mêmes Rangers en ont pris 4 4 face à Lyon. Vous imaginez quand même le différentiel. Ah, faut arrêter. Non, franchement, Nice, cataclysme. Franchement, Nice revenait pas en Coupe d'Europe, c'est pour faire ça. hein. Ok, bon bah écoutez les gars, je crois qu'on a fait le tour pour tout ce qui est des Coupes d'Europe. Alors, si quand même j'arrive à voir le classement. Nice qui a fini donc 35ème sur 36 avec 3 points Bravo. qui correspondent à 3 nuls il me semble. Oui, exactement. Voilà, donc il n'y a que Karabag qui est derrière. Oh là là. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Donc on en a fini en tout cas provisoirement pour le foot. Passons désormais au rugby. Parce qu'il n'y a pas que le ballon rond dans la vie, il y a aussi l'ovale. L'Ovalie. Première journée du tournoi des 6 nations ce week-end. Et quelle première journée donc, qui a commencé comme il est maintenant de coutume pour la première journée, un vendredi soir. Moi personnellement j'aime pas, mais voilà. Le tournoi c'est le week-end. Ouais, je comprends. Victoire 43-0 de la France sur le Pays de Galles. On avait dit dans le dernier épisode que le Pays de Galles c'était faible. Personnellement je m'attendais pas à ce que ce soit aussi faible. Voilà. Moi, je vais pas mentir, j'étais au stade Mhm. et sur les 10 premières minutes, j'ai trouvé que le Pays de Galles était plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'ils tenaient le ballon, qu'ils chargeaient. Après, ils n'ont jamais réussi à trouver, à créer des espaces. Oui, pour moi c'était Mais ils étaient large comme l'Écosse ils étaient des quand mauvaises même- années. Ils étaient quand même pas trop mal, je trouvais, dans le match. Et après, une fois qu'ils ont pris le premier essai, que Dupont a percé 2-3 fois, bah, ils ont pris l'eau et ils ont été pas méconnaissables parce que on les connaissait pas, mais ils ont été pas dignes de ce qu'est le Pays de Galles depuis le début du tournoi, quoi. Enfin, le Après, début je de pense l'histoire de son destination. Après, je pense que c'est aussi, faut aussi louer le match de l'équipe de France qui a fait un match sérieux, appliqué, de bon augure avant la rencontre face à l'Angleterre, on en reviendra tout à l'heure. Mm. Mais c'est de bon augure. Seul point noir, c'est le rouge d'Entamac. C'était Pour moi, qui bon, nous fait une charge à l'épaule. Pour moi, il y en a deux des Pitching. points noirs. Donc il y a effectivement ce rouge d'Entama qui visiblement ressemble à une vengeance. On a vu que quelques minutes avant, il s'était fait plaquer un peu à retardement par le même joueur. Ouais, bah après, ça Et c'est. Il y en a qui disent que c'est une faute de 10 qui a joué trop. Bon, ça, c'est un débat qui concerne un petit peu Ouais, le c'est sélectionneur, pareil, la machin. force, c'est un peu une faute de Ouais. cadet, mais bon, après,
Ça arrive à tout le monde, enfin je veux dire, voilà, il nous faut un peu dans la merde pour l'Angleterre, mais ça va laisser en même temps Jalibert qui revient revanchard. Qui revient bien, ouais. Il revient revanchard, Oui, il d'autant fait que- un bon début de saison avec l'UBB, donc en vrai, pourquoi pas. D'autant que Fabien Galtier a dit que cette fois-ci, il préférait garder Ramos à l'arrière Ouais, pour... parce que Ramos est le voilà. meilleur du monde pour moi à son poste de 15 actuellement. Et puis voilà, donc, Et puis sachant qu'il y a Bureau et Barré qui sont absents en ce moment. C'est donc, ça. c'est c'est surtout ça qui, je pense, qui c'est fait... ça qui fait cogiter. Après, il y avait quand même la solution de Vialli à l'arrière qui a été pas mal avec l'UBB, mais est-ce que c'est une bonne idée de le mettre pour la première fois en équipe de France à ce poste-là? Et surtout sachant alors que joue les Anglais. Surtout, et pour ceux qui C'est- ont regardé un petit peu le match de l'Angleterre, justement, on y reviendra, hein, mais les ballons hauts, moi, cette équipe de France contre le Pays de Galles, elle m'a fait criser là-dessus. J'ai l'impression qu'on est... bon, c'est un sujet récurrent depuis l'ère Galtier, parce que globalement, nos ailiers font 1m60 les bras levés. Mais face à un Pays de Galles, on va dire, qui n'était pas très précis au pied, mais qui avait tendance à taper des chandelles, on n'a pas été très bon sur le fait juste de récupérer les chandelles. On a vu que l'Angleterre abusait de ce jeu au pied, donc Comme ils l'ont toujours fait. comme- Depuis mais Eddie Jones. c'est le jeu de l'Angleterre. Enfin, je veux Ça, dire, même les avant Eddie fondamentaux, Jones, c'est ça. Wilkinson il le faisait déjà, kick and rush, machin. Pas de souci. À titre de comparaison, ouais, j'avais noté 3 coups de pied, 3 chandelles ou ping-pong rugby là, dans la première minute pour l'Angleterre entre, Enfin, c'est pas mal, ouais. Ah oui, contre l'Irlande. Donc voilà, on en est là. Et moi, j'avoue que ça me fait un petit peu peur de débarquer à Twickenham avec cette fragilité-là sur les ballons hauts. Moi, ce qui me fait peur, enfin, en réalité, c'est surtout la confiance côté français. Hier soir, on était à l'entraînement de jeu de rugby des Hooligans avec Thomas. Et en fait, l'ambiance qui se dégage, c'est une ambiance de sérénité qui est limite inquiétante. C'est-à-dire que tout le monde, hier, j'ai pas entendu dire, pas un seul joueur, ouais, quand même, les Anglais, il va falloir faire gaffe. Et même nous, on n'est pas top. Après- Il y a un climat de, bah, on va leur remettre la branlée comme il y a 2 ans, alors que c'est pas du tout le même Non, contexte. faut faire gaffe. l'Angleterre maintenant c'est une bonne équipe. Mais après j'écoutais ce midi le podcast d'Andy Good et qui sont des Anglais. Hein. Enfin, quand ils parlent de l'Angleterre d'ailleurs ils disent c'est nous et machin. Et justement ils disent l'Angleterre c'est devenu une bonne équipe, ce qu'elle n'avait pas été depuis 2-3 ans déjà. Ouais, c'est pour ça. C'est redevenu une bonne équipe. Mais est-ce qu'une bonne équipe peut suffire à battre cette France-là? Pas sûr. C'était un petit peu Je pense ce qui... Je pense que oui, parce que si tu ajoutes à leur performance en première mi-temps face à l'Irlande, si tu ajoutes une bonne entrée des remplaçants qui ont moins d'expérience mais qui du coup vont avoir retravaillé cette semaine, et que tu ajoutes à ça l'ambiance de Twickenham qui pousse derrière, moi je pense qu'il y a vraiment Je du trouve moyen de faire justement quelque chose pour les que Anglais. à partir du moment où l'Irlande a fait, alors surtout à partir du moment où ils ont fait rentrer Crowley, mais les 20 dernières minutes, les Anglais ils prennent un peu la sauce quand même. Hein. Bah, physiquement, il baisse le pied. Ouais. Physiquement, ça baisse le pied. Alors, encore une fois, tu as parlé d'expérience, mais c'est aussi ce qui fait la différence. Hein. C'est aussi ce qui a fait la différence entre les Irlandais et les Anglais. Là où les Anglais, c'est Luc qui en parlait hier avec Paul. Luc C'est que les qui Irlandais- est les- un anglais qui joue en troisième ligne c'est aux Hooligans. c'est que les Anglais, ils ont 300 matchs ensemble. Les Irlandais, ils en ont 40, 50, c'est ce qu'il avait dit. Non, c'est l'inverse. Ou c'est oui. l'inverse. Ouais. Les Irlandais en ont 300 ensemble, les Anglais en ont 40, 50. À ce niveau-là, au niveau. Après, c'est n'importe l'Irlande, quel ça a toujours sport. été. C'est-à-dire que l'Irlande, Ça c'est le fait la Leinster. diff. Donc, forcément, Ça on fait a la plus diff, de matchs. franchement. Mais après, nous, on peut parler niveau français, mais c'est un peu pareil avec Toulouse. Enfin, C'est c'est ça. pas Toulouse, La Rochelle. autant abusé, mais quand même, nous, on commence à avoir vraiment beaucoup de matchs ensemble, même si Galtier est le coach qui fait le plus tourner et qui a le meilleur ratio de victoire. Ces fameux 80% de victoire sur toutes les confrontations. Mais qui ne font pas gagner Mais de avec titre. un seul titre. Voilà. Et- Sur ce Irlande-Angleterre aussi, donc on a trouvé les Anglais plutôt en forme. Bah, Moi, surtout moi, avec de moi, l'envie, moi, moi, ils m'ont fait rêver. Ouais. Pour une fois, je me suis mis à supporter les Anglais. Mais- alors que c'est rare. Mais pour moi, quand même, l'Irlande a resté dominante, même quand elle était menée au début. C'est quand même l'Irlande qui avait C'était chez l'initiative. eux. C'était Ouais, chez eux et ils jouaient dans le camp anglais. C'était L'occupation- chez eux, un jeu à l'occupation. l'irlandaise, comme Ouais. ils ont fait avec le Leinster face à Clermont, comme ils ont fait avec le Leinster face à La Rochelle. Mais, C'est-à-dire, leur jeu, mais en de première domination. période, ça manquait de folie pour moi. Bien aidé par un bel Ça- O'Keefe au sommet de son art. Ouais, alors ça, après, il faudra qu'on en reparle aussi de est-ce que épaule-tête ça vaut vraiment rouge, hein, monsieur O'Keefe. Bon, O'Keefe,
Tu sais pas trop. Il Après, sait plus trop en fait. Lui, après c'est surtout son arbitre vidéo qui l'appelle pas. Mais non, bah en fait, la première mi-temps des Irlandaises, elle est plutôt bonne, mais pour moi, c'est trop scolaire, ça manque de folie. C'est le jeu. C'est le jeu irlandais, mais tu vois que quand Crowley. Britannique. Oui, mais quand tu vois que quand Prendergast sort pour Crowley en deuxième période, là le mec il commence à attaquer, il commence à amener justement ce petit truc de créativité qui leur manquait. Et en fait, les mecs ils sont injouables à ce moment-là. Ouais. Alors, justement, en parlant de Prendergast, moi j'étais un peu de l'avis général qui était de dire qu'il a fait un très mauvais match. Ouais. Et en fait, hier j'ai entendu une opinion un peu contraire à celle-là, par le capitaine Anatole Solier des Hooligans qui joue numéro 10 et qui du coup regarde pas mal les numéros 10 quand il regarde les matchs. Et il disait qu'en fait, Prendergast n'a pas fait un si mauvais match. Non, parce que pour lui, en fait, Crowley a une partie plus facile dans le sens où il rentre quand l'équipe se remet à avancer et quand les avants commencent à redominer. Et j'étais pas complètement en désaccord finalement, donc je nuance un peu, mais c'est vrai que pour moi, il a quand même fait une partie vraiment très moyenne, on va dire. Et qu'après Crowley, c'est toujours plus simple quand t'arrives. C'est comme d'ailleurs l'époque où il y avait un peu de doute sur Ntamak, c'était il y a 3-4 ans. Et dès que Jalibert rentrait, on se disait voilà, Jalibert il est au-dessus, alors que finalement on se rend compte que pas forcément. Et si quand même faut en placer une pour James Lowe, je pense, qui montre encore une fois que c'est un ailier de classe mondiale. Ouais, s'il arrêtait de se battre sur chaque faute et qu'il arrêtait. Ouais, je pense que lui il serait meilleur peut-être s'il prenait le drapeau et qu'il prenait la tenue d'arbitre en arbitre de touche, il serait nickel. Vu qu'il arbitre avec Ben O'Keefe, mais Ben O'Keefe il aime bien en général l'arbitrage participatif. Il kiffe bien quand ça joue en vert, quand ça joue irlandais ou quand ça joue sudaf, il aime bien que ça participe. Et que voilà, on discute tous ensemble sur chaque faute et on échange quoi. Un peu de rancœur, Paul. Non, je sens un peu salé. Non, mais par contre, je voulais dire un truc sur Ben O'Keefe, je trouve ça dommage d'aligner un mec qui est pas en confiance, qui vient de l'autre bout de la planète alors qu'on a des bons produits du terroir. J'étais Oli Davidson sur la touche, c'est sur qui j'ai fait un article dispo sur le site de Sporter. Oli Davidson, jeune arbitre, une trentaine d'années, c'est assez jeune pour un arbitre. Et du coup, une arbitre écossaise qui est en pleine croissance. Je pense qu'elle va arbitrer un match du tournoi avant la fin de cette édition. Mais c'est dommage de ne pas lui faire confiance sur ce genre de match, sachant que je pense elle aurait mieux eu la situation en main, parce qu'elle apporte vraiment, je trouve, un truc en plus dans son arbitrage. Mais moi, de toute façon, Ben O'Keefe, j'ai mon avis dessus et ça ne bougera pas. On aura bien compris. Ouais. Dernier match qui s'est joué, donc, qui est Écosse-Italie samedi, qui s'est joué à 15h15. Victoire de l'Écosse 31-19, l'Italie qui a eu un peu de retard à l'allumage, beaucoup de retard à l'allumage, qui gagne la deuxième période, mais ça suffit pas quand t'as un point de retard à la mi-temps. Alors moi je l'ai pas vu ce match-là. Moi je l'ai regardé avec pas mal d'attention par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on avait, avec toi Raph, on avait deux pronostics différents, c'est-à-dire que moi j'avais dit que l'Écosse se laisserait pas faire et que toi t'avais dit que l'Italie avait potentiellement les moyens d'aller chercher quelque chose. Au début je me suis dit que j'avais complètement raison sur les 20 premières minutes et après je me suis dit qu'en fait on avait tous les deux raison parce que l'Écosse dès que l'Italie s'est mis à jouer ils étaient plus dans le mal et au final je me suis dit qu'on avait tous les deux raison parce que l'Italie a moyen de faire quelque chose si elle commence ses matchs et que l'Écosse c'est quand même nettement moins bien. J'avais dit aussi qu'il fallait surveiller Gingord, il n'a pas été forcément au top au sommet de son art. Alors que Rory Darge, de ce que j'ai entendu, a été beaucoup très apprécié outre-Manche en tout cas. Ouais, et finalement en plus on avait Van der Merwe qui était titulaire, parce qu'on avait annoncé qu'il était remplaçant, mais c'est vrai que c'était ce qui avait été annoncé dans la presse. Au final, pas mal. On avait parlé aussi de Russell qui pouvait être un point un peu déterminant. Finalement, il a été moyen, mais je trouve qu'il a quand même fait le taf. Niveau italien, ça met trop de temps à se réveiller. Et puis on a des mecs qui sont pas forcément très en forme, je trouve. Notamment Diarbizi qui est un peu en galère sur ce début de saison. Et aussi, c'est assez fou de voir quand même en numéro 9 titulaire Pagerello, quand tu vois la merde qu'il fait au loup à longueur d'année.
Je suis désolé, mais même lui, s'il m'écoute, je pense qu'il sera d'accord avec moi, c'est vraiment pas dingue quoi. Et bah s'il nous écoute, on lui passe le bonjour. Donc le programme de ce week-end, l'Italie reçoit le Pays de Galles à 15h15 samedi. Alors Finale finalement, cuillère de bois. finale de la cuillère de bois exactement, et je pense que l'Italie va mettre Je pense pilée aux Gallois. J'ai hâte de voir ça. Angleterre-France samedi 17h45 à Twickenham. L'Angleterre donc qui a fait donc depuis l'année dernière 8 défaites en 13 matchs avec celui du week-end dernier. Le match du week-end. Donc évidemment un match du week-end toujours samedi 17h45 dans le tournoi. Et le dimanche Écosse-Irlande à 16h. Attention aux Écossais quand Ouais. même. Oh, ça peut En être- sortant de table. Vu la perf de la semaine dernière, enfin de Ouais. cette semaine, enfin du week-end dernier pardon. Bah, Je ça pense Sauf que que les je Écossais, pense ça que reste c'est des mort. outsiders et on sait jamais ce qui peut se passer c'est sur un ça, match. et t'as Même si financé en l'Irlande- facteur X. Même si Ouais, je suis pour une fois désolé, de sec, mais les quoi. gars. Même si l'Irlande est on clairement va au-dessus. encore être Ouais. déçus parce que l'Écosse va faire une super partie. C'est qui l'arbitre? Je sais pas, Oh non, ne dis pas que Non, c'est. parce que si c'est Ouais, l'autre, ouais, on est foutu. Mais je pense qu'on va encore avoir une désillusion avec des Irlandais qui vont faire un jeu un peu moyen, mais qui vont aller prendre le bonus offensif. Moi, je vois bien ça. Enfin, nous attaquons la dernière grosse section de ce podcast, la section que j'ai sobrement intitulée Cirque. Et je vous propose de commencer avec le sang parce que nous avons non pas un mais deux Lyonnais aujourd'hui. Paul, Thomas, parlez-nous de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce qui s'y passe? Wow, c'est très compliqué. Ah, c'est le divertissement. J'avais dit C'est le divertissement. merci à Mourinho d'avoir un peu sauvé l'OL avec sa déclaration sur Pierre Sage. Bon, finalement, j'avais dit qu'il n'aurait pas trop d'incidence sur les décisions. Bah, j'avais raison. Donc voilà, je pense qu'on vire le meilleur coach qu'on ait eu depuis longtemps. J'aurais même pas dire quand. Et Garcia peut-être. Non. ouais, Rudy Garcia sur un coup en 2020, mais sinon après c'était pas non plus trop incroyable. J'ai jamais ressenti de l'empathie ou de l'émotion pour un coach. À la rigueur, Rémi Bruno Garde. Genesio, Rémi Garde. Rémi Garde parce que sa première année, il nous fait gagner la Coupe de France. La deuxième, tout début de deuxième, on gagne le trophée des champions. Et sa troisième et dernière année, on fait un beau parcours en Europa League. On tombe face à une Juve, la fameuse Juve qui fait 100 points cette année-là en Serie A en 2013-2014. Une Juve qui était absolument redoutable. Avec Vidal, avec Pirlo, avec Pogba. Enfin, grosse Juve. Et c'est vrai que moi, ça me fait beaucoup de peine de voir partir de cette manière Pierre Sage. Ouais. Surtout avec le bilan qu'il a et surtout à ce moment-là, puisque qualifié pour les huitièmes directement en Europa League, même si j'en placerai une un petit peu plus tard par rapport à ça. Le 8ème, on aurait pu encore mieux se qualifier, c'est-à-dire que si on n'avait pas fait les cons sur le dernier match et Non, sur d'autres matchs, on aurait pu c'est aller pas- chercher encore des places encore plus hautes. Je parle pas de ça, je parle du petit tweet qu'il y a eu là dernièrement pour se féliciter en fait d'être resté. Ah, bravo, on est resté. On est resté Ligue parce Europa que alors qu'on devait se faire virer. Voilà, ça me Thank you, my friend. ça me rend Ouais. ouf, ça me rend I malade. love you, John. Non, et puis Vous avez il était gagné à la 3 finance, points, 4 ouais. points 3 points, 4 points du podium. Je crois que c'est le coach qui est depuis les années 90 a le plus haut taux de. Non, Non, parce que 2000, Parce que t'as Gérard Houillet qui est devant, t'as, je crois que c'est Alain Houillet, Perrin. pas sûr, mais c'était. Alain, Non, je crois qu'il est devant Je suis- Houillet justement ouais, je suis- sur le pourcentage de victoire. oui, Houillet était devant. Houillet, je crois qu'il est derrière. Il me semble que c'est depuis 2007, un truc comme ça. Ouais, moi c'est ça. Bah, en gros, Depuis ça le va Grand faire. Lyon quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. c'est ça. Donc en gros, pas meilleur. Enfin, moi en tout cas, de ma vie de supporter, c'est le meilleur coach que j'ai connu. Et ouais, c'est les boules parce que je m'imagine. En fait, je pense que ce qui est compliqué pour les Guns, c'est qu'on s'attendait pas à ça. Moi, je m'attendais à ce qu'on lui dise adieu dans 4-5 ans en disant allez, Pierre Sage, merci pour tout. Et là, comme Voilà, ça à la rigueur en fin de saison. Ouais, même pas. Après, de toute façon, Mais tu vois, je fais un peu Le- de la- historique, je sais pas. Si t'es vraiment d'accord avec Fonseca depuis quelques mois, comme c'était annoncé, en fait, il cherchait le premier prétexte pour virer ça, ah oui, non, mais c'était son manifestement. but. C'était Voilà. son but à Textor. Pour installer Fonseca qui rassure les investisseurs ou je sais pas, une histoire comme rassure. ça. Rassurer quels investisseurs. Je rappelle que c'est quand même Textor
qui claque 31 millions sur 31 patates sur Niakate. Qui en vaut pas une. Il en claque 35. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais Il en claque 35 sur Mangala parce que le mec qui a à Nottingham Forest, et bah c'est son pote. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Puis il y a 30 patates aussi sur Noma. 30 patates sur Nuama. Il y en a combien sur Benrahma aussi 17 millions. 17 millions sur Benrahma, mais on le fait sortir en prêt avec option d'achat. 3 millions plus 12 obligatoires s'il monte. On en a mis sur Orban aussi, je crois. 15 sur Orban, tu le vends à 10. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Compliqué, c'est. Et là, il va se vanter d'avoir refusé une offre pour Cherki à 22 millions. C'est ça. Mais encore heureux que tu refuses que 22 millions pour Cherki. Et Sérieusement. en renvoyant l'avion de Dortmund que le Non, club mais avait arrête. affrété. Ouais, c'est ça. Parce que terrible. Un management terrible, incompréhensible. Rude au fait à l'américaine, mais bon. Oui, c'est ça, c'est l'américaine. Hein. Et Et puis ça, on a restructuré une cellule sportive avec Mathieu Louis-Jean en tant que chef du recrutement, mais il a pas son mot à dire. Il a pas son mot à dire malheureusement. En fait, c'est Textor qui veut mettre ah bah tiens, lui je vais le prendre parce que c'est mon pote. Ah bah lui je vais le prendre parce qu'il vient de la galaxie Eagle. À la place, à contrario, qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes Marseille, il faut encore Benasser hier. Il faut encore Ismaël Benasser hier, qui est un des meilleurs milieux de terrain de Serie A avec le Milan, il y a quelques temps. il y a quelques temps. Non mais il y a 2 ans. Non mais il y a l'année où, il y a 2 ans. le Milan gagne le titre, il était extraordinairement fort. Oui, après c'est Marseille, c'est leur but, c'est de prendre tous les recalés d'Europe. Enfin, tous les. Les Après mecs, Marseille, ils sont arrivent sur quand le même à déclin. avoir et un c'est d'effectifs ça. alors Non, mais ça, qu'ils Ils jouent jouent pas le l'Europe. Galatasaray il y a quelques Oui, années. non mais c'est très bien. Et si Marseille arrive à garder cet effectif et qui se qualifie en Ligue des Ils y Champions, arriveront, si je l'année prochaine, il garde cet effectif, il rajoute 2-3 bons joueurs, ça peut faire une belle... C'est bien que tu dises un beau truc s'ils pour gardent cet Marseille. effectif parce que Marseille, moi j'attends Oui. d'avoir 2 années, ils ont Un effectif euh, similaire. C'est un très instable effectif en fait. C'est continu toujours et instable. t'as besoin de construire une équipe Très très et instable. Et même dans le management à l'américaine, justement, on se rend compte qu'en NBA, à un moment donné, les mecs qui gagnent des titres, c'est les mecs qui ont construit une équipe sur plusieurs années, qui ont patiemment ajouté Exactement. des atouts et qui Petit finissent à par avoir un petit. collectif cohérent en fait. Donc voilà, en parlant de l'OM, bah, du coup, Olympico dimanche soir. Moi, ce qu'on retiendra de positif, c'est les 1 an du Capitole au Bellucci's, qui s'est très bien passé. D'ailleurs, il y a une vidéo qui sort dans l'après-midi sur l'événement, mais sinon après, pour revenir sur le match, Bah t'as rien à dire. rien à dire. Quoi. T'as rien à dire, c'est Marseille a été meilleur. C'est déjà un miracle qu'on C'est ait déjà cool ouvert le d'avoir score. pu célébrer le premier but, l'égalisation. L'égalisation Après, qu'est-ce que tu veux ensuite, faire mais après, de Qu'est-ce que toute tu veux façon, faire Et après, vous êtes fait manger par Gouiri. Et ça me fait vachement. Ah, Gouiri Encore, aussi, euh, qui est à l'OM, sérieux. Après Gouiri, j'allais dire encore un gars qui a l'amour du maillot, mais on l'a vraiment jeté. On l'a acheté comme un mal propre. comme un mal On l'a propre, acheté donc comme ça un c'est mal bien propre. fait pour nous. Ah, c'est tout. Faut pas- Ce match-là, tu pouvais pas espérer grand-chose. La tactique de Fonseca, c'était surtout de la défense. Comme lui-même il l'a dit, il n'y avait qu'un seul entraînement collectif. Alors on instaure quoi dans ces coups-temps-là? Une tactique plutôt défensive. Ça a marché en première mi-temps. Il a failli avoir le hold-up parfait, mais en 5 minutes, tout espoir brisé. Voilà, c'est tout. Ça. C'est que t'as eu ton trop plein de confiance et on sait qu'après chaque but que t'as marqué, c'est comme un essai au rugby, faut pas se reposer. T'as peut-être marqué, mais il faut continuer le travail, faut continuer à se dépenser, il faut Ouais, toujours être puis, vigilant. Il est resté sur cette dynamique de on marque, on mène Voilà, et c'est allez, tout. hop là on s'en reprend. T'en Donc, prends un deuxième, voilà, tu... Pourtant, Perry fait quand même un gros match encore une fois. Il en prend 3 au final. Mais pas aidé par sa défense. pas aidé par sa défense. Non, c'était terrible cette équipe en fait. Est-ce que mes amis lyonnais, vous avez déversé toute la rancœur, toute la haine qui vous habite si seulement. Mais on va pas continuer. on Ça va fait laisser. des années qu'elle est là. Hein. En tout cas, je vous facturerai la séance de psy très très cher. Moi, À genre, sa façon. pour continuer dans la section SIAC, j'ai un peu envie de vous parler de handball. Parce que la France, ça fait 3ème du championnat du monde. Et ça encore, j'ai envie de vous dire, ça arrive. Mais la France est contente d'avoir fait 3ème au championnat du monde. Et ça, pour le coup, ça passe beaucoup moins. Parce que, faut-il rappeler que la France a été championne olympique? Faut-il rappeler que la France a fait pendant très longtemps partie
En gros, des deux nations qui gagnaient des titres en handball, c'était le Danemark et la France. Non, c'était la seule nation qui gagnait à cette époque-là. Non, il y avait le Danemark qui prenait un euro, un machin pendant 10 ans, on n'avait pas gagné un euro. Ouais. Mais tu vois, enfin, je veux dire, tu vois, il y avait Gitzel, il y avait Hansen, il y avait toute cette génération-là, et qui maintenant roule sur l'Europe, le Danemark. Félicitations à eux d'ailleurs pour leur victoire contre la Croatie en finale. Croatie qui a construit sa victoire en demi contre la France dans la première mi-temps. Il me semble qu'il y a plus 5 ou plus 6 à la mi-temps, t'arrives jamais vraiment à revenir. Tu te dis, alors peut-être sur les 3 dernières minutes, mais t'es déjà loin. Et en fait, moi ce qui m'énerve surtout là-dedans, c'est la réaction de Guillaume Gilles. Guillaume Gilles, donc entraîneur, Guillaume Gilles, légende du handball français s'il en est, mais qui t'explique que, quand même, il ne nous manque pas grand-chose, alors que, on voit déjà qu'il te manque un gardien top niveau. On voit ensuite qu'il te manque une défense qui est capable de s'adapter au 7 contre 6. Parce que c'est quand même maintenant l'essence du handball moderne, c'est de faire sortir le gardien, rajouter un joueur. Et si on s'y oppose, que nous on fait pas, soit, mais au moins qu'on mette du mouvement en attaque, s'il vous plaît. Surtout avec les joueurs qu'on a, c'est pas normal. Donc ouais, on gagne contre l'Égypte en quart. Sur un exploit individuel parce que on n'est pas capable, pendant les 5 dernières minutes, on a foutu de marquer. Mais foutu de marquer, t'es pas foutu de défendre. Encore marquer, ça allait. T'en mets 35 à chaque fois. Ouais, le problème, c'est que t'en prends 34. T'es pas foutu de défendre correctement. Et j'ai envie de te dire que les fantômes des JO de 2024 sont toujours présents. Hein. Et du dernier Euro aussi. Parce aussi, que voilà, les JO, ils sortent pas de nulle part non plus. On savait que cette équipe elle est en difficulté. Et en plus, quand on appelle des joueurs qui se permettent d'avoir des petits soucis de violence, notamment avec les femmes dans l'effectif, et si c'est en plus pour faire ce genre de résultat, alors je sais pas si ce serait plus acceptable s'ils gagnaient, mais là ça fait quand même très mal au cul. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc on bat l'Égypte, je vous le rappelle, sur un buzzer, un coup d'envoi au buzzer de Luka Karabatic en quart de finale, donc l'Égypte. Il y a quelques mois tu perdais le quart de finale sur ce même buzzer parce que Dikamem a fait de la merde. Voilà, et aussi parce que ses coéquipiers l'ont abandonné. Donc t'arrives en demi, tu te fais fesser par les Croates, et là donc pour battre le Portugal, bravo au Portugal, fallait arriver jusque là, ça faisait longtemps qu'on avait plus dans le dernier carré une nouvelle équipe et ça fait plaisir d'en voir. Mais par contre, pour battre le Portugal, il faut qu'il y ait un arrêt de la tête du gardien à la dernière minute. Non mais les gars, enfin je veux dire, c'est pitoyable. Non mais j'ai envie de vous dire, on est la France, on est censé valoir beaucoup mieux que ça, en tout cas au handball, et ça fait peine à voir, et ça fait peine aussi à voir que Guillaume Gilles est sous contrat jusqu'en 2029 et que visiblement tout a l'air normal. C'est du copinage, c'est du copinage comme il y en a dans toute, comme il y en a partout. Ce copinage aussi, peut-être après t'as beaucoup de mecs et des légendes qui sont vieillissantes ou qui sont partis. Oui, mais si t'es pas foutu d'avoir, ils sont même pas si vieux que ça, Rémi Lié même, tu vois que ça marche quoi. Si tu vois, c'est des mecs qui cartonnent en club. Donc c'est un peu politique et c'est une politique sportive. Rugby 2012, 2015. Ouais, PSA, c'est ça. Ouais, ça fait pas un peu comme ça là, c'est-à-dire qu'il y a un peu de ça, il te manque quand même un grand gardien, on va dire. Ça, ça, il y a un vrai vide. Et on sait qu'en handball, une équipe ne va pas loin sans un grand gardien. On est au meilleur. Ouais, mais c'est encore plus vrai qu'au foot, justement. Donc, dans tous les cas, c'est pareil, ils sont champions de Ligue 1 chaque année. Oui, ils ont quand même demain. Bref. On va pas revenir là-dessus. Donc voilà, petit point sur le handball parce que j'avais envie de canner globalement. Mais t'as bien fait. Voilà. T'as bien fait de canner. Parce qu'on pouvait plus te supporter. Merci, ce sera retenu et on en parlera peut-être en AG. Merde. Enfin, dernier point de la sélection cirque, vu que ce dimanche la NBA a décidé de redevenir Where Amazing Happens avec ce superbe accent anglais. Et donc la NBA qui a décidé de nous surprendre avec ce transfert. Alors je dis la NBA, en fait je pourrais dire Nico Harrison, le GM des Mavs, qui envoie Luka Doncic, la figure de sa franchise, le visage non seulement des Mavericks mais de tout Dallas, parce qu'il y a un Luka Doncic Day au Texas le 6 juillet. Le premier qui m'a écrit pour en parler, il est en face de moi. Victor, est-ce que tu peux nous livrer un peu tes impressions sur cet échange entre Luka et Heidi? Déjà, j'ai toujours du mal à le réaliser. Déjà, parce que. Et donc, si, ça fait pendant 6 saisons,
il a porté les Mavericks. C'est l'enfant de cette franchise, et pour faire simple, quoi, c'était le seul joueur pendant longtemps qui a porté cette équipe. Il leur a permis d'aller en play-off, d'aller en finale de la ligue, même s'ils l'ont perdu. En plus, quel joueur exceptionnel quand même. Enfin, l'an dernier, il fait une saison avec les stats à Michael Jordan, quoi. Et là, un matin, je me réveille. Que vois-je? Ouais. Doncic n'est plus un Mavericks. Donc j'étais choqué. Surtout que quand on voit les raisons, en mode ouais, il est gros, il s'entretient pas, on craint qu'il va se blesser. Il s'est blessé une fois, il a une seule blessure sur... En décembre, Voilà. il s'est blessé quoi, c'est le mollet ou la cheville ou je sais pas. Voilà. Puis c'était la seule fois, sinon ils jouaient tous les matchs et tout. Et là ils ont vu que pendant un mois ils pouvaient peut-être gagner des matchs sans lui, donc ils se sont dit c'est bon, on change, on prend Anthony Davis, c'est fou. On va essayer de jouer le titre cette année, surtout que Anthony Davis, c'est pas comme si c'était le mec connu pour son hygiène de vie et pour sa capacité à ne pas se blesser, quoi. Ah ouais, voilà, c'est... Il a joué 70 matchs la saison dernière, on était en mode waouh. Oh les gars, putain. C'est ça, c'est... Non mais, ouais, c'est tellement incompréhensible, enfin c'est pas incompréhensible, mais c'est fou, juste tout simplement. Moi, en fait, ce qui est incompréhensible, c'est pas la volonté à la limite des Mavs de trader Luka, ça on va dire, et ils le connaissent, ils ont leur raison, soit. C'est plus le fait d'avoir dealé directement avec les Lakers sans en informer personne d'autre. Alors s'il y a une équipe qui a refusé Luka Doncic, alors on pense que c'est les Bucks à qui on a proposé un échange Luka Giannis, mais qui ne veut pas être intéressé. C'est vrai que Giannis, je le préfère à Davis en poste 4. Hein. Voilà. Ça aurait été incroyable. C'est Kyrie James, là. Mais donc on a eu des échos comme quoi Nico Harrison avait directement dealé avec son pote Rob Pelinka, et donc Luka Doncic qui sera agent libre en 2026 normalement. Les Lakers ont réussi à obtenir dans ce trade de ne mettre qu'un seul premier tour de draft non protégé, donc un tour de draft 2029, et Max Christie, alors que les Mavs à la base demandaient aussi le rookie Dalton Necht qui fait quand même une bonne saison, très bon shooter à 3 points notamment, et plusieurs tours de draft, mais Rob Pelinka en fait a complètement enfumé son pote et lui a dit ouais je sais pas, après tu sais comme tu dis il est un peu blessé, je sais pas, Luka Doncic de toute façon je pourrais pas parler à son agent, donc je sais pas s'il va signer, donc c'est quand même un gros risque que tu me fais prendre, donc voilà, il a enfumé. C'est tellement lunaire cette histoire. Voilà. Mais le pire dans cette histoire, c'est quand même les supporters des Lakers qui osent se plaindre. Tu reçois Luka Doncic J'en ai pas trop vu dans ton équipe. Oh, j'en ai vu. Mais c'est même Matt Pokora, là. Lui, bon. Ça devient vraiment une référence dans le monde du sport. Le gars fan des Lakers en fait. Je suis dans ma télé, je vois Matt Pokora. Qu'est-ce que tu tweets, genre. Tu critiques Luka Doncic, frère. C'est. Harry, t'es juste bon à faire des reprises de Claude François, tu vois. Tu parles non, par contre, je veux revenir là-dessus. Il est pas bon, François. Moi, ce que j'ai vu, c'est surtout les appels manqués. Je sais pas si vous avez vu les appels manqués de Doncic de son directeur. Il avait répondu à l'appel de LeBron James. Oui, alors après, je crois que c'était une blague, ça. C'était les mecs qui faisaient ça doit ressembler à ça, les screens de machin. C'est fou. Mais alors d'ailleurs, Luka Doncic, donc il y a eu deux événements le soir même. D'abord, une conférence de presse des Mavs avec Jason Kidd, le coach des Mavs, et Nico Harrison, le GM, dans lequel Nico Harrison expliquait que non, personne n'était au courant, sans la franchise. Les mecs avec qui j'en ai parlé m'ont ri au nez, mais je me suis dit quand même que j'avais raison de le faire. Bon, alors là, j'ai envie de vous dire, on est face à quelqu'un de raisonné, de raisonnable. Hein, et Jason Kidd qui tirait la gueule à côté, donc voilà, ça c'était une chose. Et puis la lettre de Luka dans laquelle il remercie tout Dallas, la ville, les organisations caritatives avec lesquelles il a mené des programmes, mais pas les Mavericks. Voilà, mais en plus il venait d'acheter une maison à Dallas à plusieurs millions de dollars, parce qu'il était pas au courant.
Oui. C'est trop. Ouais, je pense que c'est l'un des plus gros feuilletons. Ouais, sachant que C'est donc, bien, Anthony ça. Davis n'était pas au courant, Luka Doncic n'était pas au courant non plus. Personne n'était au courant en fait. Mais non, Ils ont dans- discuté, il n'y a pas eu Mais d'intervenant. dans donc, l'histoire, Doncic perd 197 millions d'euros à cause de la dollars, fiscalité. Californienne. Oh, fait, putain. En fait, parce qu'au Texas, la fiscalité Elle est est plus avantageuse. quasiment à zéro. Oh. En fait, du fait qu'il va prolonger ou qu'il va signer dans une équipe qui n'est pas celle qu'il a draftée, Ouais. en fait, il a droit à un contrat qui est moins gros. En fait, il y a un avantage, une prime si tu veux, qui est accordée aux joueurs qui restent fidèles à l'équipe qui l'ont drafté pour éviter qu'ils se barrent tous dans les gros marchés en gros. Ouais. Pour que Denver, pour que Utah puissent garder leurs joueurs. Et donc là, en fait, en allant aux Lakers, donc il n'est plus à Dallas, et donc il n'est plus éligible au contrat Supermax. Il n'est éligible qu'au contrat max, le pauvre chou. Hein, donc il perd 200 millions, mais enfin, il gagne encore 150 millions. Voilà. Voilà. Quand on aura ce genre de problème, on sera bien. Coach. Ouais, voilà. C'est ça. Donc voilà. Un petit peu ce dossier qui est lunaire. Enfin. Ça t'en donne mal à la tête, on dirait. Ah oui, non, mais vraiment, Alors, pour la petite histoire, il y a 3 équipes qui sont impliquées dans le trade. Donc, il y a les Mavs qui reçoivent officiellement Anthony Davis donc, au NBA. Anthony Davis, candidat à défenseur de l'année tous les ans. Jamais défenseur de l'année pour autant. Fierté française, ça, c'est Rudy Gobert. mais tu sais qu'il y avait un truc de dire si les années où Rudy Gobert ne l'avait pas, on le donnait au deuxième, Anthony Davis n'en aurait aucun pour autant. Donc voilà. Mais donc ouais, donc ils reçoivent Anthony Davis et Max Christie, donc meneur des Lakers et donc le premier tour. Les Lakers reçoivent Luka Doncic, Markieff Morris et Maxi Kleber. Donc Maxi Kleber qui vient du même village que Dirk Nowitzki en Allemagne, donc pour la première fois depuis 98. Les Mavs n'ont plus de joueurs de ce village là-bas. Et en plus Kleber, vachement bon, hein. C'est correct. pas dégueulasse. Hein. C'est correct. Enfin, ouais, ça se pace un peu, c'est correct. Ouais, voilà. Et tu reçois Doncic et Kleber, frère, c'est bon. Et tu te plains pas. Ouais. Tu te non, mais plains bien pas. sûr. Et tu as une troisième équipe qui est le Jazz, qui on a dit écoute, Danny Ainge, on a un petit problème, c'est qu'on veut faire venir 3 joueurs, sauf que l'effectif est limité à 15 joueurs. Donc en fait, est-ce qu'on t'en envoie un, tu nous envoies du cash et nous on te file de second tour et ça te va? Il a dit oui. Puis une demi-heure avant que ce soit officiel, on dit ah en fait, ça concerne Luka Doncic et Anthony Davis. Mais voilà, donc Utah a encore réussi à récupérer des second tours de draft. On sait pas exactement ce qu'ils en font, hein, parce que tous les ans ils en récupèrent dans tous les trades, et bon voilà. Bah, ils vont prendre la draft en entière un jour. Non mais un jour il y aura que Utah et OKC qui vont drafter, faudra pas être étonné. Voilà, donc ça c'était pour le premier trade. Deuxième trade parce que un trade ne vient jamais seul, j'ai envie de vous dire, et puis en fait il y a la deadline qui est ce jeudi soir, donc ça va faire un petit peu l'effet domino, hein. Restez branchés si vous suivez un petit peu la NBA. Donc les Spurs reçoivent De'Aaron Fox et Jordan McLaughlin en provenance donc des Kings de De'Aaron Fox. Les Kings reçoivent Zach LaVine en provenance des Bulls, Sidi Sissoko en provenance des Spurs, ainsi que 3 premières rondes de draft et 3 second tours, alors que les Bulls reçoivent Zach Collins, dont les Spurs cherchaient absolument à se débarrasser. Trey Jones, meneur remplaçant chez les Spurs, et Kevin Huerter, dont les Kings cherchaient absolument à se débarrasser. Et ainsi que leur premier tour de draft de cette année. Encore une masterclass des Bulls. Voilà. Les mecs tous les ans ils trade des gros contrats, tous les ans ils récupèrent de la merde, et tous les ans ils disent qu'on joue le titre, on joue le play-in. Voilà. Sur le temps, Jordan leur a fait plus de mal que de bien. Sur la longue durée, en vrai. Ah, c'est vrai que là c'est compliqué. Parce qu'avant ça n'existait pas, quasiment. Voilà. Après, bon, ils ont eu Derrick Rose. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, et ça s'est arrêté là, quoi. Voilà. Donc, écoute. Non, si, quand même, il faut souligner que les Spurs récupèrent un meneur All-Star. Quand la cible des alley-oop s'appelle Victor Wembanyama, c'est pas complètement inintéressant. Voilà. Et puis, alors, il y aura peut-être des problèmes de spacing, mais d'espacement sur le terrain, parce qu'il n'y a pas vraiment de shooter à 3 points aux Spurs, de haute qualité.
Mais Wemby progressant, je pense que ça va quand même Après, le ils avaient faire. quand même Chris Paul, les Spurs. Ouais, Chris Paul qui va aller sur le banc, et ça va être très bien pour eux. Hein. Peut-être, ouais. Parce qu'ils ont Stephen Castle qui vont développer à l'arrière. Moi, je pense que Chris Paul et Wemby, c'était un duo qui marchait bien jusqu'à maintenant. Ouais, ça va continuer à bien marcher, mais en sortie de banc. Ouais, mais ils vont tourner à 3 en meneur, enfin en rotation quoi. Ouais. Ça va empiéter, mais. Il y en aura un qui va jouer poste 1, l'autre qui joue poste 2. De toute façon. Alors je sais que Chris Paul n'aurait pas sa place au PB 86, mais quand même. Regardez Lucas Opnik jouer une fois, un jour, et après vous me parlerez. Le meilleur passeur de Pro B l'an dernier, c'est pas n'importe qui, médaille olympique. Hein. Attention. Médaille olympique. De bronze avec la Slovénie en 2021, on rappelle, à Tokyo. D'ailleurs, c'est la Leaders Cup ce week-end en basket. Poitiers, vous y êtes pas, je crois. Mais c'est la finale, je crois. Il n'y a pas que la finale au Leaders Cup, il y a aussi les quarts et les demi. Mais... Oui, non, mais je crois qu'ils ont déjà joué les quarts et demi, je crois. En Pro B ? Ouais, je crois bien. Ok, et ça a donné quoi ? Je crois que c'est Rouen qui va affronter Blois ou un truc comme ça. Je sais plus. Enfin, oui, non, Poitiers. Poitiers, ça va dire ça. Voilà. Aïe. Mais bon, après, on gagne le championnat en fin d'année. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, écoute, il y a quand même un certain Élan Béarnais qui... Bon non, les Lambernais ils sont plus nuls que nous. Ah ouais ? Ouais, mais en plus on a les moyens. Parce que c'est qui ? C'est Rouen qui est... Le premier c'est Orléans, mais Orléans. Mais là vu qu'il y a 20 équipes en Pro B, le schéma est différent. La première équipe au classement, elle fait pas de play-off, elle est direct promue en Pro A. Okay. La dernière équipe de Pro A, enfin de Betclic, ça doit être La Rochelle, je crois. Ouais, c'est La Rochelle. Ouais. Elle va jouer les playoffs avec les équipes de Pro B. Et du coup, le vainqueur de ces playoffs monte aussi également en Betclic. D'accord, ouais. Putain. Attention, ça peut être Limoges aussi cette année. Peut-être qu'ils sont partis. C'est quand même pas très rassurant. Que ce soit La Rochelle ou Limoges, en tout cas, avec Poitiers, ça sera des beaux derbys, j'aime bien. Et bah écoutez, assez parlé basket pour aujourd'hui, en tout cas jusqu'à présent. Thomas, tu nous as fait part de ton envie de parler UFC. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour nous qui ne pigeons absolument rien? UFC, bon, c'est du MMA, Mixed Martial Arts. Ce week-end, il y avait une carte qui nous intéressait beaucoup puisque c'était une carte à UFC Riyadh où il y avait 2 Français qui combattaient, 2 Français en main card en plus, un qui ouvrait, l'autre qui la fermait. On va commencer par celui qui l'a ouvert d'une magnifique façon, à savoir Fares Ziam, qui a affronté Mike Davis dans la catégorie des moins de 70 kg, la catégorie où Islam Makhachev est champion et où il y a un certain Benoît Saint-Denis également. Et Fares Ziam nous a fait une masterclass, tout simplement. Mike Davis était un gros prospect dans cette catégorie-là. Il lui a roulé dessus. Bon, apparemment, il s'est cassé la main au premier round. On a eu de grosses frayeurs avec un genou absolument compressé, tordu dans le deuxième. Mais finalement, il s'impose à la décision. Je crois que c'était en plus un 30-27. Il a gagné les 3 rounds comme ça. Extraordinaire performance de notre apiculteur préféré, puisqu'il vend du miel. Non mais c'est vrai. Il vend du miel. Ce miel a permis un énorme chaos face à Frévola à l'UFC Paris. On a des balaises parce que c'est vrai qu'au Loup, nous aussi, on a un gros gabarit de Vendée qui vend du miel aussi. Voilà, je pense que... Voilà, si vous sentez pas assez musclé ou pas assez aphrodisiaque, c'est vrai qu'il y a un truc à choisir. Et tu parles en plus d'un mec du Loup, mais Fares Ziam, il vient de la région lyonnaise. Voilà. Faites du miel à la région lyonnaise. Voilà. Et vous êtes très bien, vous en sortez de la région lyonnaise, putain, on n'en trouve pas tous les jours. Non, mais extraordinaire performance de Fares Ziam. Et après, que dire du main event entre Adesanya et Nassourdine Imavov? Magnifique. Incroyable. Ça partait pas trop bien parce que Adesanya avait gagné le premier round. On tient aussi à noter l'énorme uppercut à 1 minute de la fin de la part de Nas. Mais ouais, premier round
remporté par Adesanya. Et puis ce qui a fait toute la différence, c'est les consignes de Nicolas Haute, le coach de Nassourdine Imavov, qui lui a dit de plus feinter, qui lui a dit aussi un truc très intéressant, c'est qu'il boxait pas mieux que Kizi. Je parle de Nassourdine. Et il a eu raison, puisqu'à force de feinte, il lui a mis une droite extraordinaire, d'une vitesse terrible. En pleine mâchoire. Magnifique. Et après, il lui met un uppercut contre la cage qui met KO Adesanya, qui se fait réveiller ensuite un petit peu avec le grand end pound, mais finalement, beaucoup qui terminent le combat comme ça. Beaucoup parlent d'un early stoppage. Non. C'est qu'après la droite, il était dos, voilà, il pouvait plus se défendre. C'est qu'après la droite et la gauche, c'était terminé. Ouais. Il s'est fait réveiller par le grand end pound. Là où, effectivement, face à Jared Cannonier, il y a quelques mois, il y a plus de débats. Mais non, c'est extraordinaire victoire, l'une des plus belles du MMA français. En termes de nom, c'est l'une des plus grosses victoires. Ça, c'est sans aucun doute possible. Et puis maintenant, ce qu'on espère pour Nassour, c'est la ceinture. Et qu'est-ce qu'il va affronter? Qui va-t-il affronter? Justement, on pourra peut-être le savoir ce week-end, puisqu'il y a un UFC Sydney, l'UFC 312. Pas Strickland. Si, où le champion d'IDP, Dricus du Plessis, affronte Sean Strickland. Bon, c'était pas le combat du siècle l'année dernière quand ils se sont affrontés. C'était un combat qui était assez serré. Est-ce qu'ils vont nous refaire le même combat? On n'espère pas. Et il y aura peut-être qu'on va savoir qui va affronter Nassourdine Imavov, en sachant que il y a un certain Khamzat Chimaev qui attend lui aussi son title shot après sa victoire brutale face à Whittaker il y a quelques mois. Donc qui de Nassourdine ou de Chimaev va avoir le prochain title fight? Si on se concentrait sur l'aspect sportif, évidemment c'est Nassourdine qui serait légitime à le prendre, puisqu'il bat 4 top 10, dont 2 top 5 en l'espace d'un an. Jared Cannonier et du coup Israël Adesanya. Bon, après, de l'autre côté, on sait que l'UFC, ça réfléchit aussi au niveau business. Et c'est vrai qu'au niveau business, tu peux pas faire mieux que Khamzat Chimaev. Bien sûr. Tu peux pas faire mieux que Khamzat Chimaev. Chimaev, c'est une superstar. C'est considéré comme l'épouvantail, en fait. D'accord. Terminant tous ses adversaires au premier round, sauf 2 qui étaient Gilbert Burns et Kamaru Usman, où il a la décision. Et Robert Whittaker, je crois qu'il a soumis au deuxième round, il me semble, au premier, je sais plus. Mais Chimaev, oui, beaucoup l'attendent comme celui avec une ceinture. Elle devait arriver normalement au welterweight, sauf qu'avec les problèmes de poids qu'il a eu, les problèmes de santé, c'était pas possible. C'était plus possible qu'il fasse le poids en welter. Donc, pourquoi pas en middleweight. Donc maintenant, ça va savoir qui. Beaucoup de Brésiliens veulent voir leur star montante Caio Borralho face à Imavov. Sauf que le problème, qu'est-ce qu'a mérité Caio Borralho pour mériter un combat face à Imavov? Si ce n'est un combat contre Jared Cannonier ou, à la différence d'Imavov, lui il allait à la décision. Voilà, ce qui est à noter, là où Imavov l'a terminé au 4e round. J'ai envie de dire que si Imavov a fait tout ce travail là pour que Caio Borralho l'affronte et lui sur sa place, vas-y, ça fait chier quoi. Ça fait chier. Donc à la rigueur, s'il y a quelqu'un à prendre en fonction du résultat, pourquoi pas un Sean Strickland? On connaît la rivalité qui entre les deux, et surtout vu les dernières déclarations de Sean Strickland sur les musulmans. Nassourdine a réagi, Khamzat Chimaev aussi avait réagi. Il avait dit quoi sur les musulmans? Bon, que c'était tous des terroristes. Voilà, c'est du... On parle d'un mec qui a eu des déclarations... Le raccourci, il est simple. Non, mais on parle d'un mec qui a eu des déclarations sur... qui était un nazi, qui était ouvertement nazi il y a quelques années. Sean Strickland, donc qu'est-ce que tu veux faire? Donc... va savoir, on ne sait pas ce qui va se passer. J'espère que Nassourdine va prendre quand même un peu de repos, parce que 4 combats en l'espace d'un an, ça fait beaucoup. Autant qu'il prenne un peu de repos, qu'il se concentre et qu'il puisse revenir pour un combat titre, parce qu'il le mérite amplement. Eh bien écoute, merci Thomas. Je pense qu'on a fait le tour à peu près des actualités. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter des choses? Ouais.
Il y a eu le championnat du monde de cyclisme en cyclocross. Eh ben écoute, Le Victor, week-end. parle-nous-en. Bon, parce que- ça sera très court. Hein. Bon, comme le suspense de la course, il a été tué dès le premier virage. Bon, on s'attendait à Mathieu Van Der Poel Mhm, pour qu'il gagne son 7e titre dans la discipline. mhm. On attendait un petit duel face à Van Aert, mais bon, Van Aert, qui n'a pas couru beaucoup de manches de Coupe du Monde, est parti en 4e ligne, pendant que Van Der Poel était en première ligne. Premier virage, Van Der Poel sort en deuxième place, et il accélère dès le début. Il arrive premier tour avec 50 secondes d'avance sur le deuxième. Van Aert va prendre la deuxième place quand même. Et c'est Thibaut Nice, le jeune belge, futur prince de la discipline, qui prend la 3e place. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, merci Je vais juste Victor. faire une toute petite intervention, ça va durer vraiment 20 Bien sûr, secondes. bien sûr. C'est juste ce week-end, lundi, dans la nuit de dimanche à lundi, on aura la finale du Super Bowl. Le Super Bowl. Le Super Bowl, Super Bowl. j'avoue, le Super Bowl, qui oppose du coup l'équipe des Eagles contre les Chiefs. Ouais. Est-ce que les Chiefs vont réussir à aller chercher un 3e titre d'affilée? On verra bien. Et c'est assez rare ça. C'est rare, mais surtout que déjà rarissime, l'année hein. dernière, ils étaient pas favoris du Ouais. tout. Enfin, pas favoris du tout, ils étaient pas favoris. Et donc on verra s'ils vont chercher un 3e. Bah écoute, réponse dans la nuit de dimanche à lundi, normalement c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc les Chiefs de Patrick Mahomes. Je vous propose de terminer par un jeu. Ouais. Allez. Ça va jouer. Comment Ça va jouer. Ça va jouer. Je vous propose soit de jouer avec la première journée du tournoi Destination, soit de jouer avec la NBA. Je suis plus team Simulation, mais je sens que je vais encore faire Je pense qu'il y a 2 camps en fait. Ouais, c'est ça. Là, je pense que c'est au maître du jeu. Ouais, de- mais de- Après, de- sinon. On peut faire les deux. Hein. Soit les deux ou soit. Mais là, on si joue on en fait même. destination, moi ça sert à rien que je joue personnellement. Comme moi, si on fait la NBA, ça sert à rien que je joue non plus. Tu Ouais, vois, je pense que la NBA est plus abordable. Ok. Donc la NBA c'est simple, j'ai pris la liste de tous les MVP depuis 1950 6 Ah ouais, ok, d'accord. et je veux donc que tour à tour vous me citiez un membre de cette liste. Je peux commencer. Ouais, de toute façon t'es le plus jeune. Hein. Ouais. Ouais. Michael Jordan. Michael Jordan, c'est bon. Victor, on tombe dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, je prends Derrick Rose. Derrick Rose 2011, c'est bon. Michael Jordan. Je t'en ai laissé un gros quand même. Thomas, Oui, non mais oui. Celui qui est à OKC. Le grand là. Au Lakers. Curry, Stephen Curry. Stephen Curry. Alors il est pas le grand, il Il est est pas pas ok ok ici. non plus, mais il est Pas OKC, je suis Ronaldo. cool. Ah, tu participes pas Non. Bah, Il j'ai a la la réponse réponse sous sous les les yeux. Ah oui, bah, il y a Iverson. Iverson 2001, c'est bon. Tony Parker. Tony Parker, c'est faux, même s'il a été top Voilà. 10, C'est placé au MVP une fin de jeu. en 2013. Bon, Victor, bah, LeBron. LeBron, c'est bon. T'es MVP des finales en 2007. Ouais, c'est tout. Bon, il était un peu Thomas. carré. c'est sûr. Oh putain, vache. 5, 4. Celui de l'an dernier. Ah bah Luka Doncic. Non. N'a jamais Non. été. N'a jamais été Luka Doncic. Peut-être pour bientôt. C'est dommage pour Thomas, éliminé Reynald. Jokic. Jokic, c'est bon. Attends, je réfléchis. Il y en a un, j'ai un doute. 5, 4, 3. Est-ce que Kevin Durant il l'a été ou c'est juste en finale? Bah, est-ce que c'est ta réponse, Kevin Durant? Moi, c'est ma réponse. Kevin Durant 2014, c'est bon. Ouais. You the real MVP. Ronaldo. Westbrook. Westbrook 2017, c'est bon. La saison triple-double. C'est vrai. On peut faire les MVP des finales aussi ou c'est juste les MVP de C'est la MVP, après Ok, Isaiah Thomas. des Pistons. Ouais, à l'ancienne. Des Pistons, il ne l'a
pas été de mémoire. Non, il a pas été MVP, il a été MVP des finales. Non. Et c'était le méchant dans l'histoire, donc les journalistes votaient pas pour lui. Bon, mais il en méritait Reynald, un. tu vas dire un nom là pour terminer. Reynald, ouais, Non, mais si tu peux terminer ça. Larry Bird. Larry Bird, 84, 85, 86. T'as vu. Parfait. Eh bien écoutez, la NBA, c'est Reynald qui en sort grand gagnant. Félicitations. Merci, Bravo. merci. Est-ce que vous voulez faire le quiz rugby? Ah, moi je veux bien. Moi, je vous laisse le Allez, faire. vas-y. En Ok. spectateur. Ah, allez, Ouais, parti. tente. Bon, allez, Si tu veux, tu réponds en premier. Allez. Allez, je veux tous ceux qui ont marqué au moins, alors je vais dire un point, mais du coup c'est au moins terminé. 2 points C'est terminé. ce week-end. Ok, bon, je peux en citer un. J'ai le droit de Ramos. Ramos, c'est bon. Bien le biarrêt. LBB, c'est bon. Je plège mon concurrent suivant. Je savais qu'il allait faire ça. Il est dans la mouise. Je suppose qu'Antoine Dupont il en a pas mis vu que vous l'avez pas dit. Non, Bien vu. tu supposes. Mais quelle est ta réponse? Ouais, donne un. Ntamak. Ntamak n'en a pas mis. C'est dommage. Mais il a éliminé pris un Victor. carton rouge. Il a pris un rouge. Ce qui ne vaut pas de points. Le penchant pendant de Bill Barret, c'était Tsonga. Quoi? Le dérapage. C'est le moment où c'est honteux. Non. Mais carrément il prend son téléphone. Il prend son téléphone. Il est éliminé. Je pose sa tête. Non, je pose sa tête. Éliminé, Je pense frère. qu'il est éliminé. Il doit venir tous les jours. Ouais, son gars là. Ouais, c'est le grand qui joue au KC. Non. Ah putain de merde. Son gars. Je pense qu'il voulait parler d'Acetogbe du coup. Moi j'ai Addison B, mais. Ah, Tsogbe, voilà. Je me suis trompé entre les. C'était, voilà, c'était. Est-ce qu'on lui accorde? section, pas loin. Non. Non, Tsonga. Enfin, Non, même moi dans le bon sport. Non, même moi, Même même moi, je m'accepterais pas. Ah, Tsogbe, voilà, putain, ça m'énerve. Reynald, je crois qu'il est toujours en lice. Franchement, je sais pas si Capozzo, est-ce qu'il a marqué ou pas. Capozzo, il a pas marqué. Il a pas marqué. Bah, félicitations. Ouais. Non, et puis après, je vais dire ton foufou, quoi. Tu m'avais dit de surveiller Gibson Park qui a marqué, qui a fait une grosse partie, qui a été homme du match et qui a marqué son essai. Ouais. Voilà. Magnifique 4 deb. Ouais, d'ailleurs, il est beaucoup mieux, je tenais à dire, quand il est bien rasé de près comme ça sur la tête, plutôt que quand il laisse un peu. Et un peu dégarni, du coup. Moi j'aimais bien le président. Merci pour cette intervention. Voilà. Avant, c'était quand même le président de la confrérie des chauves couronnés, pour ceux qui voient. C'est un chouette joueur. Mais ouais. C'est un chouette joueur qui a pour moi, il a toujours été bon. Je trouve très très bon. Ce néo-zélandais. Et donc, c'est ainsi que se termine sur cette victoire de Paul dans le jeu sur. Peut-être qu'il a gagné au quiz, sauf qu'hier, je lui ai mis des belles vitesses. Hein, à l'entraînement. À l'entraînement. Mais Tsonga quand même. Et donc on passe à la fois le bonjour à Mathis Atisogbe et à Joe Wilfried Tsonga pour, qui nous écoute peut-être. Et je pense qu'on va pouvoir terminer l'émission là-dessus. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que vous aurez passé un aussi bon moment que nous on en a passé un. Et on vous dit à la prochaine. Alors quand est-ce que ce sera exactement, c'est à déterminer, mais vous aurez sûrement quelque chose en rapport avec les barrages de Ligue des Champions, deuxième, troisième journée de destination, ce genre de choses. Exactement. Semaine prochaine et semaine pro. Ouais. Okay. Mardi, mercredi prochain, mardi, mercredi d'après. 2 semaines de suite, ça serait parfait. Bien. Voilà. Ça s'enchaîne. Et bien écoutez messieurs, il ne nous reste plus qu'à dire au revoir à tout le monde et c'est... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut.